Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Donc, comme le disait le professeur Grégoire, moi je suis sociologue au sein de l'équipe Prismatic. C'est une équipe de recherche au CHU de Poitiers. Et comme je suis au sein d'un hôpital, et ben, en fait, j'ai la chance de côtoyer les cliniciens, de pouvoir assister aux consultations. Et puis, le pointeur. Merci. Et donc de pouvoir un petit peu voir comment est-ce que ça se passe sur le terrain pour la prise en charge des patients FBSS qui sont donc multi-opérés en échec, en situation d'échec thérapeutique et qui vont être implantés ou qui sont implantés de dispositifs de neurostimulation. Donc pour cette présentation, la thématique c'était l'intrication des facteurs psychologiques et sociaux. Donc au niveau du plan, je vais commencer par vous parler un petit peu effectivement des facteurs psychologiques, très rapidement, comment est-ce que ça a été abordé dans la littérature. La deuxième partie, ça sera vraiment le cœur du sujet, en fait, comment est-ce qu'il va y avoir une adéquation, une interaction entre la sociologie et la psychologie. Et la dernière partie, ça sera purement les facteurs sociologiques, et je m'appuierai notamment sur une étude qui a été conduite par l'équipe Prismatics. Donc les facteurs psychologiques, l'intégration des facteurs psychologiques dans le modèle de prise en charge de la douleur, c'est quelque chose qui est assez ancien, puisqu'en fait ça date de 1965, et vous savez, c'est la théorie de la porte, le gate control de Melzack-Ewald. Depuis 1965, il y a eu un nombre de travaux importants qui ont été faits. Vous avez une littérature extrêmement prolixe qui montre qu'effectivement, les facteurs psychologiques vont avoir une incidence. Alors là, c'est que des extraits de papier, donc c'est une incidence sur la perception de l'efficacité antalgique, donc la diminution de l'EVA de la neurostimulation médulaire, mais vous avez exactement les mêmes papiers, vous en avez encore plus, qui montrent effectivement que les facteurs psychologiques vont avoir une incidence sur la réussite ou l'échec d'une stratégie thérapeutique, qu'elle soit opératoire ou médicamenteuse. Alors des facteurs psychologiques, il y en a beaucoup. Vous avez le coping, donc c'est les stratégies d'adaptation, vous allez aussi avoir la catastrophisation, donc la façon que le patient va avoir d'appréhender la douleur. Vous allez avoir la kinésiophobie, donc ça va être la peur du mouvement, la peur de la mobilisation. Vous avez les syndromes de stress post-traumatique. Et comme je n'ai pas le temps d'aborder l'ensemble de tous les facteurs psychologiques qui vont avoir une incidence sur l'efficacité d'une stratégie thérapeutique, j'ai décidé de me concentrer plus spécifiquement sur l'anxiété et la dépression, qui sont les deux facteurs en fait, qui reviennent quand même le plus souvent dans la littérature. Alors j'aurais pu mettre beaucoup de papiers, j'ai décidé de m'appuyer sur l'étude Estimate parce que j'adore faire des stats et j'adore la recherche clinique. Donc l'étude Estimate, je vous disais que c'est une étude qui a été faite par l'équipe Prismatic, c'est une étude qui est prospective, multicentrique, randomisée en double aveugle et qui a un financement de la DGOS, qui incluait 115 patients atteints de FBSS et implantés de dispositifs de neurostimulateurs. Et à la base, cette étude, c'était effectivement pour comparer l'efficacité d'une électrode multicolonne avec une électrode monocolonne. Et comme moi, ça, c'est pas du tout mon domaine d'expertise, je me suis centré sur en fait, l'étude des facteurs psychologiques et sociaux dans cette étude pour voir quelle était leur influence sur l'efficacité de la neurostimulation. Et donc là, vous voyez sur ce graphique que si vous prenez le score MADRS, donc le score MADRS permet de diagnostiquer la dépression, si vous faites deux groupes, vous faites un groupe qui est considéré comme étant pas dépressif, donc c'est le groupe qui est à gauche avec un score MADRS qui est inférieur à 15, et un groupe de patients qui sont considérés comme dépressifs, donc à droite avec un score MADRS supérieur à 15, et vous avez une diminution de l'EVA qui n'est pas du tout la même. Chez les patients qui ne sont pas considérés comme dépressifs, la diminution moyenne globale de l'EVA à 12 mois, elle est de 54,9%, c'est quand même en plus une très bonne réussite. Et pour les patients qui sont considérés comme étant dépressifs, la réduction moyenne de la douleur, par contre, elle n'est plus que de 34,3%. Et comme vous pouvez le voir, la p-value bilatérale est significative. Donc on peut effectivement conclure aussi à partir de cette étude, mais comme le dit l'ensemble de la littérature, que la dépression, l'anxiété vont avoir une influence sur l'efficacité de la perception antalgique de la neurostimulation. Donc juste parce que je trouvais que c'était important quand même sur les facteurs psychologiques, il y a des outils qui existent pour vous aider éventuellement à voir si le patient que vous avez en face de vous a un terrain défavorable. Il y a de multiples indicateurs, moi j'en ai retenu deux avec ces cutoffs-là. Donc le premier c'est le HADS. Le HADS c'est un questionnaire qui est relativement court, il y a le HAD, donc HA version anxiété, et puis le HAD, donc c'est-à-dire version dépression. Donc vous pouvez faire soit l'un soit l'autre, les deux sont parfaitement corrélés. Ça prend très peu de temps, et puis vous avez le MADRS où le cutoff est basé exactement à 15. Ça dit voilà, moi je suis pas psychologue, je suis sociologue, donc je vais vous parler un peu de ma vision de la santé.
Alors, la sociologie, je sais que c'est une discipline qui est assez peu connue, et comment est-ce qu'elle est née? Alors, comment est-ce qu'elle est née et de quoi elle parle? Donc la sociologie, le père fondateur de la sociologie, bah, c'est Émile Durkheim. Donc Émile Durkheim, hein, vous voyez, c'est début du XXe siècle, hein. Il va étudier en fait ce qu'on appelle les faits sociaux. Donc c'est toute manière d'agir, de penser, de sentir, susceptible d'exercer sur l'individu une contrainte extérieure. En fait, l'idée de la sociologie, c'est que vous avez l'individu, et à l'extérieur de l'individu, vous allez avoir la société qui va avoir une influence sur le comportement de l'individu. Ah, c'est quelque chose d'un peu mystérieux. Et donc là, à l'époque, quand Durkheim il a commencé avec la sociologie, il s'est dit, mais comment est-ce que je vais pouvoir prouver que le groupe a une influence sur le comportement des gens? Et il s'est dit, bah pour ça, je vais prendre la chose la plus individuelle, la chose qui est considérée comme par tous comme étant la plus personnelle qu'il puisse y avoir. Et il a travaillé sur le suicide. Et en fait, ce qu'il a montré, il s'est dit, bon, si on considère que le suicide est un acte individuel, normalement, le taux de suicide, bah, il devrait toujours être en train de varier, puisque ça ne pourrait absolument pas être prédit, puisque bah, c'est des facteurs qui sont personnels. Et en l'occurrence, il a fait des statistiques, un grand nombre de statistiques sur une comparaison sur plusieurs pays, et il a bien montré que le taux de suicide, en fonction des pays, en fonction des époques, s'il y a des crises, s'il n'y a pas des crises, il reste toujours stable. Et le suicide, c'est tellement pas un acte individuel que la façon de se suicider, elle va être conditionnée par des facteurs sociaux. En fait, je vous ai mis ces quatre images parce que bah, les femmes, alors déjà les hommes, les personnes qui se suicident, c'est 75% c'est des hommes, donc déjà il y a une différence au niveau du sexe. Et puis sur la façon de se suicider, eh ben, les femmes vont plutôt préférer la noyade et puis les médicaments, alors que les hommes, eux, vont préférer le suicide par arme à feu, et dans le plus grand des cas, ça reste encore le suicide par pendaison. Et je voudrais juste vous raconter une anecdote, parce qu'avant de travailler sur la douleur chronique, moi je travaillais sur le don du corps à la science, et un jour, on m'a donné une lettre d'une personne qui donnait son corps, et dans cette lettre, monsieur qui explique pas les raisons de son suicide, mais qui explique les raisons de son don, et qui dit, bon, bah, comme un départ à la corde réussi, parce qu'il est heureux de se suicider, il me dit vraiment ça, à la fin de sa lettre, il dit, mais comme vous voyez, tous les suicidés ne sont pas dépressifs, et puis il termine sa lettre en apposant ses initiales, GC et réussi, il termine par un post-scriptum qui dit, j'ai perdu l'anecdote, mais qui dit quel est le comble pour un pendu, c'est de partir au ciel en tirant son coup, et je trouvais ça extrêmement rigolo, et ça permettait aussi de prendre un peu de recul par rapport à ces paramètres, en tout cas dépressifs. Et puis, du point de vue sociologique, il y a une véritable question qui a à se poser, c'est est-ce qu'on va considérer que l'anxiété, la dépression, est une maladie, ou est-ce que c'est une symptomatologie? Je pense que vous connaissez tous le DSM. Le DSM-1, quand il est sorti, donc dans les années 50, vous aviez à peu près 50 maladies mentales qui étaient répertoriées. Aujourd'hui, on en est au DSM-5, on utilise encore le DSM-4, il y a plus de 260 maladies mentales qui existent, et si on suivait scrupuleusement la description de ces 260 maladies mentales, eh ben on aurait 50% de la population américaine qui serait considérée comme ayant des troubles psychiatriques. Et donc ça pose une vraie question, et là, l'approche sociologique vous dit, effectivement, il y a des terrains personnels qui vont jouer, mais vous allez aussi avoir des facteurs exogènes, des facteurs sociaux qui vont influencer les personnes et qui vont éventuellement mettre un terrain dépressif propice. Et donc ma conclusion sur cette partie, eh ben, c'est qu'effectivement les facteurs sociaux, il y a des facteurs sociaux qui sont associés à la dépression. Le premier facteur, c'est le sexe. Que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, vous n'avez pas la même probabilité d'avoir eu un épisode dépressif au cours des 12 derniers mois chez les 25-54 ans, donc pour les femmes, 2,5 fois supérieur. Votre situation maritale, que vous soyez en couple, vous soyez célibataire, vous soyez divorcé, ça va avoir une incidence sur la probabilité de développer un épisode dépressif. Et donc vous voyez que pour les personnes qui sont célibataires, c'est à peu près 2,4 fois plus de chances que les personnes qui ont une vie maritale, qui ont un conjoint, d'avoir connu un épisode dépressif. Et là, quelque chose qui doit être très parlant, et j'insisterai sur la dernière partie sur les facteurs sociaux, c'est la situation socio-professionnelle et la situation économique. Et vous voyez que des personnes qui ont un revenu qui est inférieur à 450 € par mois, 450 € par mois, c'est à peu près le RSA, donc c'est le quotidien pour beaucoup de personnes. Et bien, ce sont des personnes qui vont avoir plus de 3,5 fois plus de chances que des personnes qui gagnent entre 1200 et 1800 € d'avoir un épisode dépressif. 1200, 1800 €, c'est en dessous du salaire médian. Le salaire médian, il a 1700 €. Ça veut dire que vous avez 50% de la population qui gagne moins de ce salaire-là. Donc je vous laisse imaginer les répercussions. Et puis enfin, un facteur qui est extrêmement important, parce que l'argent, évidemment, ça permet de faire plein de choses, mais il y a aussi l'activité professionnelle. Et donc vous voyez qu'une personne qui est en invalidité, qui est en congé longue durée, elle va avoir jusqu'à presque 13 fois plus de chances qu'une personne qui est active d'avoir connu un épisode dépressif majeur. Et là maintenant, vous vous dites, c'est super, j'ai tous ces facteurs-là, mais qu'est-ce que j'en fais?
Et qu'est-ce qu'ils illustrent par rapport à la problématique du FBSS? Tout simplement, sur des patients qui sont douloureux chroniques réfractaires, qui ont des parcours qui sont extrêmement compliqués, vous avez, et on va le voir, une forte surreprésentation de patients qui ont des problèmes économiques, et aussi une forte représentation de patients qui ont des problèmes d'invalidité. Donc tout ça, ce sont des facteurs en fait, qui sont directement associés en fait, à la problématique des patients FBSS. Alors les facteurs sociaux, en fait, pour vous illustrer, je voulais vous montrer cette image, parce que si je vous montre ça comme ça, vous vous dites, qu'est-ce que c'est? Voilà, je sais pas trop, moi, je peux pas trop voir. Alors que si je vous montre ça, vous vous dites, ah bah oui, c'est beaucoup plus clair. En fait, les facteurs sociaux, c'est un peu comme une toile impressionniste. On parle souvent des facteurs psychosociaux, on a l'impression que c'est quelque chose d'extrêmement clair, mais par contre, quand on commence à s'attaquer un petit peu à l'image, au point, et qu'on fait un focal dessus, on se rend compte que c'est très compliqué, et que c'est surtout que c'est un champ qui a été très peu investigué. Il y a beaucoup de littérature où on dit facteurs psychosociaux, mais en réalité, la littérature ne traite que des facteurs psychologiques. Donc là, pour vous illustrer la partie sociale, j'ai décidé de m'appuyer effectivement sur les analyses que j'ai faites sur l'étude Estimate. Donc la première analyse, pour moi, c'était essayer de me poser la question, quel est le profil socio-professionnel des patients dans cette étude? C'est absolument pas représentatif de l'ensemble de la communauté, c'est sur une étude, ça a plein de biais, ça a plein de limites, mais je trouve quand même que ça a certains intérêts, et puis on est en train de faire d'autres études qui permettraient éventuellement de compléter ces données. Donc ça, c'est une comparaison entre la structure socio-professionnelle des patients de l'étude Estimate, donc des patients atteints de FBSS, en bout de course, implantés de dispositifs de neurostimulation, et la structure socio-professionnelle française. Alors qu'est-ce qu'on voit? La première chose, c'est que si vous prenez les ouvriers, les actifs inoccupés, c'est ce qu'on appelle plus couramment les chômeurs, et les employés, ces trois classes sociales qu'on appelle en fait, peut-être que c'est un défaut de langage, mais les classes populaires, elles représentent 70% de l'effectif total de l'étude Estimate. La première chose qu'on voit donc, c'est que les personnes qui ont la plus grande probabilité d'être en situation d'échec thérapeutique et d'arriver jusqu'à la neurostimulation, ce sont des personnes qui ont un patrimoine socio-culturel et économique relativement bas. Et puis il y a une donnée qui est extrêmement importante, parce que je pense qu'on n'en parle pas assez. L'espérance de vie à 35 ans d'un ouvrier, elle est de 7,5 ans inférieure à celle d'un cadre. Pourquoi? Parce que quand vous êtes dans une classe populaire, vous n'avez pas le même rapport à votre corps. Il y a plus de chances que vous laissiez une pathologie se chroniciser. Ça a été extrêmement bien montré, notamment par David Le Breton, que chez les ouvriers, on travaille, parce qu'on n'a pas le choix, et puis jusqu'au jour où ça casse. Mais ce n'est pas l'apparition de la douleur qu'on va aller consulter le médecin. Vous savez très bien que ce sont chez les classes populaires qu'il y a le plus gros taux de diabète, qu'il y a les plus gros problèmes de santé. Donc forcément, si vous avez une surreprésentation du côté des classes populaires, la deuxième chose qu'on voit, c'est que vous avez une sous-représentation des cadres et des professions intermédiaires. Vous savez, seulement 8% de la population qui est originaire des classes supérieures. Reste quand même un point qui vous aura peut-être marqué et qui est tout à fait interrogatif, c'est comment se fait-il, même si les ouvriers font partie des 77%, comment se fait-il que les ouvriers qui ont objectivement une profession qui est pénible, qui est physique, comment se fait-il que dans l'étude Estimate, ils soient sous-représentés? Ça peut être un effet d'étude, c'est peut-être le cas, ça sera quelque chose à investiguer, mais il y a aussi une probabilité, c'est que ce soit des patients qui sont perdus de vue, parce que c'est pas le même rapport au corps, c'est pas le même rapport à la douleur, et quand vous êtes un homme des classes populaires, aller voir le médecin pour dire que vous avez mal, c'est pas toujours évident, donc ça peut être des perdus de vue, et c'est une question que je laisse en suspens, mais que je trouve extrêmement intéressante. La deuxième donnée qu'on retrouve dans cette étude, effectivement, c'est la situation professionnelle des patients. Et vous pouvez voir que vous avez 69% des patients qui sont en arrêt de travail. Je vous rappelle que quand vous êtes en arrêt de travail ou en invalidité, la probabilité d'avoir connu un épisode dépressif est beaucoup plus importante. Vous avez 15% de patients qui sont au chômage pour seulement 16% d'actifs. C'est extrêmement faible. Et il faut bien comprendre que travailler, c'est aussi avoir une identité. Vous êtes chirurgien du rachis, orthopédiste, neurochirurgien. La profession est ce qui vous détermine auprès de vos proches, auprès de vos amis et dans la société, c'est avoir une position, une identité. Moi, je suis sociologue, c'est ce qui va me déterminer aujourd'hui face à vous. Et puis évidemment, la profession, c'est aussi des revenus. Alors là, il n'existe pas, en tout cas, je n'ai pas trouvé d'études qui donnaient le salaire moyen, en tout cas les revenus moyens des personnes qui sont en bout de course comme ça. J'ai fait une petite étude dans mon coin autorisée par la CNIL sur les réseaux sociaux, sur des groupes de patients atteints de SDRC et de douleurs post-opératoires. Ça vaut ce que ça vaut, mais chez les patients atteints en tout cas de douleurs post-opératoires sur les réseaux sociaux, j'avais un salaire médian qui était à 975 €, donc on est en dessous du seuil de pauvreté qui est à 1075 € à titre indicatif. Et le salaire, en fait, c'est hyper déterminant parce que c'est ce qui va permettre à une personne éventuellement de pouvoir aller au cinéma, de prendre sa voiture pour aller voir des amis, etc., etc. Donc il faut bien comprendre que la profession est extrêmement importante. La profession est tellement importante
que ça va avoir une incidence directe sur les résultats de l'efficacité, de la perception antalgique, de la neurostimulation. Et donc là, il y a deux choses. Bon, déjà, la première chose, c'est... il y a même trois choses. La première chose, c'est que la neurostimulation, sur des patients douloureux chroniques réfractaires, ça fonctionne bien. Parce qu'à 1 an, on a 66% de diminution de l'EVA. Mais par contre, si vous faites deux groupes, vous prenez un groupe de patients qui est actif, qui avait une activité professionnelle, et vous prenez un autre groupe de patients qui est inactif, vous enlevez les retraités, c'est pas exactement, ils sont inactifs, mais c'est normal pour eux, et bien vous voyez que la diminution de l'EVA à 1 an, elle n'est pas pareille. Vous avez 66% de diminution pour le groupe actif et 39% pour le groupe inactif, donc ce qui correspond à une différence de 40,9%, et cette différence est significative. Et puis il y a une deuxième chose qui est extrêmement importante, parce que je ne sais pas si vous avez souvent l'occasion de voir des études sur la neurostimulation, mais vous avez toujours un pic, vous avez votre VA qui baisse vraiment très très fort à M1 et après qui se ralentit un petit peu. Et ben c'est que ce soulagement provoqué par la neurostimulation, il est aussi plus durable dans le temps chez les patients qui sont actifs. Donc vous avez effectivement une diminution de l'EVA de 73% à M1 et 66% M12 pour le groupe actif, donc une baisse de 9,6%. Par contre, dans le groupe inactif, vous avez une baisse de 26,4%, vous passez de 53% à 39%. Donc voilà, je trouve que c'est des statistiques qui sont intéressantes et qui mériteraient d'autres investigations et surtout des études cliniques spécialement dédiées à cette question. Mais en tout cas, en l'occurrence, sur cette étude qui est une belle étude, ça fonctionne assez bien. Conclusion générale, je ne vais pas vous faire tout le graphique. Je pense qu'il est absolument important pour les professionnels de santé que vous êtes d'être sensibles à ces problématiques socio-économiques chez les patients. Évidemment, il va falloir distinguer les patients qui sont actifs parce que eux, c'est potentiellement la perte d'emploi. J'en croise beaucoup encore. Ils ont des galères, c'est très compliqué pour eux d'avoir des postes aménagés, ils sont dans des situations précaires. Et puis vous avez déjà les patients qui sont inactifs, auquel cas ce qu'il faut essayer d'anticiper, c'est la précarité socio-économique. Alors évidemment, il y a plein de choses qui existent. Je pense que le plus simple à retenir, c'est que vous avez des interlocuteurs vers qui adresser ces patients. Vous avez bien évidemment la médecine du travail, c'est pas toujours évident, hein. Je sais que c'est pas un tableau idyllique, mais vous avez la médecine du travail, vous avez bien sûr la MDPH, la Maison départementale pour le handicap, ils ont des délais d'attente qui sont extrêmement longs, mais ça peut valoir le coup d'essayer d'orienter le patient. Vous avez la CARSAT, c'est le service social de la CEPAM, qui est beaucoup plus réactif et qui peut être aussi un interlocuteur, et puis bien sûr l'assistante sociale de l'hôpital. Et juste pour vous dire, en fait, c'est que ça va permettre, entre autres avec la MDPH, de débloquer la RQTH, donc c'est la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, qui va pouvoir donner lieu à un complément de salaire, à des aménagements de poste, à une protection sociale. Et puis, je vous en parle parce que je trouve que c'est extrêmement intéressant quand vous avez des patients qui ont des douleurs qui sont radiculaires. Souvent, en fait, ils ne peuvent pas conduire parce que la pédale d'accélération ou le frein, ils ne peuvent pas avec leurs jambes. Et vous avez une aide qui s'appelle la PCH et qui permet en fait d'avoir une prise en charge d'adaptation du véhicule qui permet aux patients de retrouver une mobilité. Et c'est extrêmement important parce que ça permet de rompre l'isolement social. Donc voilà, l'assistance sociale, je pense que c'est un maillon qui est extrêmement important. Vous savez que dans le modèle de la douleur, c'est Douadel de 1993, on est sur un modèle biopsychosocial. Le bio, c'est vous. Le psycho, c'est le psychologue, le psychiatre. Le social, c'est l'assistante sociale. Voilà. Et niveau bibliographie, je vous ai fait ce petit lien. Vous avez à peu près 70 références bibliographiques, toutes indexées sur PubMed, sur les facteurs psychologiques et sociaux, 6 pages de bibliographie. Il faut respecter les majuscules et les minuscules, et j'espère que voilà, ça vous servira. Passez une bonne journée. Merci.